J'avais construit un rêve à l'adolescence, à 15-16 ans, pour intégrer le GIGN. Et puis, 6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, à 21 ans, t'as un rêve qui se détruit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis. Aujourd'hui on se retrouve avec Koulouf Suzanne, coach et pratiquant de mouvement de practice. Dans cet épisode on revient sur l'événement qui l'a poussé à s'intéresser au domaine de la santé. Les médecins militaires, etc., ils ont considéré que j'étais inapte et donc je ne pouvais pas plus faire, en tout cas, partie d'une unité d'élite comme le GIGN. Donc je suis parti et donc là il y a un rêve qui s'est détruit. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment reconsidéré, que j'ai considéré déjà qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je n'avais pas fait, et que je n'ai pas seulement donné un intérêt à la santé à ce moment-là, mais j'en ai fait ma passion et je l'ai défini ce que c'était la santé. C'est-à-dire que, tu vois, on nous dit toujours, souvent à l'aube du 31 décembre, et puis minuit sonne, bonne année, bonne santé, tu sais, c'est la coutume, tu vois bien. Et ok, bonne année, bonne santé, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? On parle de la raison qui l'a poussé à devenir coach. Tout ce que je fais, je l'ai fait pour moi, donc je vais le faire pour les autres. Et du coup, c'est devenu un devoir moral pour moi de transmettre ce que j'ai compris à ce jour du corps humain. Avant de présenter la mouvement de practice, le mouvement, il a toujours été là. Par contre, maintenant, avec la movement practice, on a catégorisé certaines choses. Je t'ai parlé du floor work, je t'ai parlé du travail spécifique aux anneaux, je t'ai parlé du jonglage tout à l'heure. Donc en fait, ça a toujours existé. Nous, en fait, en movement practice, le mouvement, pour nous, c'est un domaine d'étude pour, encore une fois, juste profiter et kiffer dans sa vie de manière générale, mais tout en développant, si tu cherches un aspect santé, tu peux l'avoir. Si tu cherches un aspect performance, tu peux l'avoir aussi. Et de sa conviction sur la discipline. Une chose est sûre, et c'est important, j'étais convaincu que la movement practice, ça va avoir, parce que ce n'est pas encore le cas, un impact aussi important que l'a été le CrossFit à son époque. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que vous pourrez retrouver la liste de toutes les recommandations des invités de Crisis avec le premier lien dans la description. Bon épisode. Koulouf, bienvenue sur Crisis, comment ça va ? J'ai la pêche. La pêche. Ouais, je suis très content d'être là et comme 99% du temps, c'est ce que je dis toujours, ça va bien. Voilà, parce qu'il y a peu de raisons au final que ça n'aille pas. Très cool. J'aime beaucoup ta vision et ta joie de vivre. C'est quelque chose que, vu avec les échanges qu'on a eus et les collaborations qu'on a eues avant hors podcast, que tu transmets et que je trouve très cool. Et j'espère que ça se ressentira aussi à travers l'épisode. On va faire en sorte que ça arrive. Parfait. Euh, Dans les grandes lignes, pour présenter un peu à ceux qui nous écoutent, Koulouf, tu es coach sportif, tu fais de la movement practice et, et justement, tu es là aujourd'hui pour parler un peu de tout ça. Mais pour commencer, justement, qui es-tu et d'où viens-tu, s'il te plaît, pour détailler un peu plus que ce que j'ai dit dans les grandes lignes. Yes. Alors du coup, moi c'est Koulouf, j'ai 30 ans. Je suis originaire de la Basse-Normandie et plus précisément du département de l'Orne. J'ai grandi dans un contexte sportif assez jeune, notamment par la pratique de plusieurs sports individuels et collectifs. Et parmi ces sports individuels et collectifs, je me suis rompu 3 fois le LCA pour ligament croisé antérieur. Et si j'avais écouté la majorité des professionnels de santé, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire avoir développé entre autres, un corps sans douleur et fonctionnel. Voilà, donc pouvoir marcher et courir sans douleur, c'est quelque chose que je peux me vanter. Voilà, et puis voilà. Très, très belle présentation et très succincte. Pour ceux qui nous écoutent, sur les LCA, c'était 3 fois le même genou ou c'était... C'était arrivé 3 fois au même genou, avec atteinte méniscale à partir de la 2e fois. Et on a retiré ce petit bout de ménisque pour entrer dans les détails à la 3e fois. C'était un tout petit bout, mais je m'en plains pas depuis, en tout cas. Voilà. Ouais, plus depuis en tout cas. Ouais. Je l'ai dit en intro et tu l'as dit aussi dans ta présentation que tu faisais de la movement practice justement. En général, avec les invités, quand c'est un sport ou un domaine que je connais pas trop, on le présente rapidement en introduction. Aujourd'hui, on va faire une petite exception parce que justement, ça va être un peu tout le fil conducteur de l'épisode, la movement practice. Donc, on y reviendra après.
en général, la première chose que je demande ensuite, c'est de quelques questions pour connaître un peu plus l'invité en dehors de ce qu'il fait et pourquoi. Et la toute première question que je pose souvent, c'est justement, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport? Et c'est vrai que juste avant, je me suis pas présenté, donc coach sportif. Ma sœur est diplômée en micronutrition, voilà. Et donc, pour répondre à ta question, quels sont mes souvenirs au niveau du sport? J'ai dit que j'ai fait plusieurs sports individuels et collectifs, et parmi les sports individuels et collectifs, j'ai fait pas mal de handball pour les sports, pour le sport co, et de la capoeira pour le sport individuel. Donc, beaucoup de souvenirs en handball avec l'équipe parce que j'en ai fait 7 ans, et puis bah, c'était toute la période de l'adolescence, tu sais, donc on était en départemental, puis on est quand même monté en régional malgré le petit patelin d'où je venais. Et ça a créé des bons souvenirs. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ouais, on était une équipe et c'était toujours un plaisir d'aller à l'entraînement, même si des fois ça nous faisait chier un peu. Mais d'aller au match et tout, ouais, c'est des très bons souvenirs, quoi. Donc, ouais, j'ai le souvenir d'une communauté bienveillante et rigolade à chaque fois. Et ça nous empêchait pas d'avoir un bon niveau. Voilà. Tu parlais de sport co et des souvenirs de communauté que tu avais avec le handball. Tu as fait d'autres sports co aussi? J'ai fait du foot où j'étais plus jeune, tu vois, genre j'avais Ok. 5 ans jusqu'à mes 10 ans. Hem Et puis, voilà, en sport co, ce que j'ai fait après beaucoup plus de sport individuel, c'est passé notamment par l'équitation, par la natation. Mmh, j'ai fait Ok. de la danse aussi, africaine, et puis, bah, de la capoeira, ouais, et du tennis aussi, en sport, Ok. solo, voilà. Ouais, donc un beau palmarès, enfin un beau catalogue de sports pratiqués. Assez diversifié, ouais, effectivement. Que ce soit avec un outil par le biais d'une raquette ou sans outil comme, la capoeira avec juste son corps, ouais. Ok. Et, euh, et à côté de ça, justement, au-delà du sport, entre guillemets, est-ce que tu avais d'autres passions de manière générale, je dirais? Ouais, de manière générale, ouais, le jeu vidéo m'a toujours suivi. Ok. Ça C'est quelque chose, ouais, qui est très stimulant, et qui résume, des choses importantes pour moi, notamment, bah, la vidéo et la musique, au fait, et la différence par rapport à la musique et les films, c'est que, bah, tu interagis avec le médium en question, le médium qui est le jeu vidéo, et ouais, ouais, des gros souvenirs, et ça a participé à ce que je suis actuellement, ouais. Ouais, Ok. ouais. Et à travers les jeux vidéo, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises? Parce qu'en général, il y a toujours le débat avec les jeux vidéo, faut pas jouer à ça parce que tu vas finir nulle part ou tu vas finir en prison, Ouais, ouais. ce qui est totalement faux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui, que tu as apprises ou que tu mets encore en application, que tu as apprises justement à travers les jeux vidéo? La question, elle est assez inédite, donc je te remercie pour la poser. Je m'y attendais pas. Je pense que ça m'a appris à définir ce qu'est l'émotion, ouais, à comprendre davantage ce que c'est. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup, joué à pas mal de jeux vidéo, notamment des Final Fantasy, des Red Dead Redemption. Je suis passé par GTA, bien entendu, des Call of Duty, et cetera. Tu vois un peu le délire. Mais ouais, ça m'a appris à comment une histoire peut parler aux autres, tu vois? À créer une histoire et comment elle peut résonner avec les autres, avec la vie des autres, tu vois? Alors que tu connais pas du tout le personnage en question, même s'il est fictif, tu vois? Ouais. Ouais, 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 et ça En- m'a appris que la musique, ça peut être aussi un gros vecteur d'émotion. Enfin bref, c'est tout le médium du jeu vidéo, aussi bien la vidéo, l'image, la musique, que l'interaction avec la manette, qui crée de l'émotion, qui génère de l'émotion, ouais. En vrai, c'est très cool de voir ça comme ça et justement, ça casse un peu le mythe. En plus, tu as joué à GTA, Ah t'es ouais. pas en prison. Non, non, ça Donc, va, non, on donc, s'en est bien sorti. donc c'est très cool. J'appuie pas sur triangle à côté des voitures, ça va. Super. Euh,
En général, avec les invités, je reviens Ouais, souvent sur ce que je définis une crise, mais sur un élément déclencheur ou un déclic qui a fait qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. ouais. Tu en as parlé en introduction et on en a parlé un peu en off, mais justement, toi, tes déclics, c'est un peu ces 3 ruptures des LCA. Euh, je pense, avant de parler de la suite, comment est-ce que c'est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui a fait que quand tu as eu ces ruptures, tu t'es dit, OK, bah en fait, c'est un nouveau moi ou c'est une nouvelle page à réécrire et ça commence aujourd'hui, quoi. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Quand tu as eu tes ruptures des LCA, Ouais. enfin, je sais pas si tu as eu ce déclic dès la première ou si c'est le fait d'avoir eu ces ruptures à répétition qu'on fait que tu as évolué avec. Mmh. Mais comment ces ruptures, elles ont agi comme une sorte de déclic pour définir qui tu es aujourd'hui? OK. Dès la première blessure, j'ai été touché, oui, mais j'ai pris ça à la rigolade parce que j'avais jamais été blessé avant et je me suis blessé à mes 16 ans. Donc tu vois, tu t'en fous, au fait, enfin moi, ça m'avait pas atteint, mais par contre, quand après, j'ai senti que, bah, il y a une partie de moi qui était partie, tu vois? Tu as ton genou qui se dérobait un peu et tu sentais qu'il te manquait quelque chose, en fait, physiquement et donc à partir de là, a commencé à se construire un intérêt pour la santé, juste un intérêt. C'est surtout la deuxième fois à mes 21 ans, quand j'avais quitté, j'étais gendarme à l'époque et je me suis blessé pendant que j'étais gendarme et j'étais jeune gendarme, j'étais dans ma première année de GAV, gendarme adjoint volontaire et c'était un truc, ça c'était une idée qui m'animait beaucoup, d'intégrer la gendarmerie quand j'étais adolescent pour intégrer le GIGN à l'issue et donc bah, là ça m'a blessé, pas que physiquement mais émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a j'avais construit un rêve à l'adolescence, à 15-16 ans, pour intégrer le GIGN. Et puis, bah, 6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, à 21 ans, bah, tu as un rêve qui se détruit. Parce qu'au fait, bah, après, les médecins militaires, etc., ils ont considéré que j'étais inapte et donc je ne pouvais pas plus faire, en tout cas, partie d'une unité d'élite comme le GIGN. Donc, bah, je suis parti. Et donc là, il y a un rêve qui s'est détruit. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment reconsidéré que j'ai considéré déjà qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je n'avais pas fait, et que je n'ai pas seulement donné un intérêt à la santé à ce moment-là, mais j'en ai fait ma passion et je l'ai défini ce que c'était la santé. C'est-à-dire que, tu vois, on nous dit toujours, souvent à l'aube du 31 décembre, bah, et puis bah, minuit sonne, bonne année, bonne santé, tu sais, c'est la coutume, tu vois bien. Et ok, bonne année, bonne santé, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et donc, bah, moi, la santé, bah, à ce moment-là de la blessure, à mes 21 ans, du coup, je l'avais défini tel quel, c'est pouvoir, c'est avoir un corps sans douleur et fonctionnel et par extension pardon, c'est marcher et courir sans douleur et par extension avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Je l'avais défini comme ça et ça a posé les prémices de ma passion pour la thématique de la santé, du bien-être et de la performance de manière générale. Donc aussi bien, la pratique, aussi bien le sommeil, la pratique physique, l'alimentation que l'état d'esprit et ah oui, puis, bah, la respiration, voilà et ce que j'appelle les fondations de la santé. Tu vois? OK. Respiration, alimentation, mieux bouger, mieux penser. Attends, je la refais, hein. Il Mieux manque respirer, récupérer. mieux manger, mieux bouger, mieux penser et je t'ai dit quoi d'autre? Il manque la récupération, le sommeil. Et ouais meilleur sommeil, voilà, mieux dormir OK, et donc voilà le déclic qu'il est apparu surtout à partir de la 2e rupture du LCA, ouais. OK. C'est En fait, je trouve ça très touchant dans le sens où je me retrouve aussi dans ton parcours parce qu'on en avait déjà parlé. C'est aussi pour ça qu'on s'était rapproché à un moment où moi j'ai fait 2 ruptures des LCA, donc bien joué, t'en as fait 3. Ouais, T'en youpi! as fait mais heu, mais en fait, j'ai eu un peu la même chose que toi sauf que moi, c'est arrivé plus tôt dans le sens où, la première est arrivée à mes 12-13 ans et en fait, c'est un peu ce que tu disais où tu te rends pas compte parce qu'en fait, ça te dérange pas. Des fois, tu te déboîtes le genou, ça fait mal mais en fait, tu le remets en place et tu continues, tu vois?
Et en fait, il y a aussi eu ce rêve détruit, un peu comme tu disais, avec des équipes d'élite comme le GIGN ou quoi. Comment est-ce que, enfin, quand ce rêve a été détruit, Ouais, en fait, c'est même pas un rêve qui est détruit, c'est au-delà de ça, c'est vraiment un avis médical, scientifique, dans lequel tu as confiance qui te dit, bah non, vous pourrez pas faire ça parce que vous avez pas les capacités. exactement. Comment, à ce moment-là, toi, tu t'es senti quand tu t'es pris, entre guillemets, cette porte bah, dans la gueule, en fait, où on te dit, bah non, vous êtes Mmh. pas fait pour être ici. Effectivement, la blessure, en fait, tu te rends compte, en tout cas pour le LCA, c'est ma conviction à ce jour, elle est pas seulement physique, elle est émotionnelle aussi, cette blessure. Les 2 sont liés, hem et donc effectivement, à ce moment-là, je me suis dit: «Putain, c'est un seul avis médical et quelqu'un qui avait même pas pris le temps de me diagnostiquer». En fait, il a juste vu le compte rendu IRM au préalable avant d'aller à la consultation. Il a juste lu le compte rendu sans, me faire de diagnostic, avec un toucher quoi, tu vois? Des touchés, Les un toucher, palpations ou les ouais, exercices palpation et du cetera, ouais, tiroir, tout ça. ouais, mais ouais, voilà, les cliniques il m'a fait aucune action, clinique quoi, voilà. Ouais. Mmh. Et du coup, bah, plus tard, hein, pas sur le moment, mais c'est vrai que je me suis dit: «Putain, je me confronte qu'à un seul avis, un seul référentiel, médical et genre une personne, elle peut détruire mon avenir comme ça, quoi?» Non. Donc au fait, ouais, ça a forgé quelque chose de puissant, hem, à savoir, bah, je vais leur prouver, même si je peux plus faire partie, heu, du GIGN, tu vois? Et bah, je vais pouvoir faire autre chose et être aussi, comment dire? Compétent, physiquement, développer beaucoup de compétences, et de capacités physiques et motrices comme un mec, d'unité d'élite, tu vois? Et donc j'ai parlé tout à l'heure d'un rêve brisé, mais il y en a d'autres qui se sont reconstruits. Pas à cause de ces blessures, mais grâce à ces blessures. Parce que j'ai switché mon état d'esprit, notamment par le fait que, heu, bah, j'ai compris que j'avais eu un retour négatif de du médecin militaire et donc un seul avis, bah, pouvait trancher mon avenir et là j'ai dit, je me suis dit: «C'est pas possible, quoi». Donc j'ai rapidement changé ma perception des choses et j'ai avancé. Ouais, toujours avancé. Ok. Et du coup, en fait, je trouve ça intéressant parce que t'es le cas concret de quelqu'un qui a transformé sa crise en opportunité. Et, euh, et en fait, ton parcours, il montre que tu as fait preuve de résilience et encore plus de performance maintenant quand je vois tes stories ou les posts que tu mets sur Instagram. Justement, à quel moment Enfin, tu nous as parlé du fait d'avoir un attrait beaucoup plus pour le sport santé. À quel moment la mouvement de practice s'est imprégné là-dedans et pourquoi? Effectivement, j'ai un biais, pour le sport santé, mais c'était pas voulu à la base et je me rends compte que dans beaucoup de choses que je transmets, les gens naturellement, c'est des gens qui ont eu un pépin physique qui viennent vers moi, alors que je les connais pas. Tu sais, c'est pas, je suis pas le genre de mec où j'attire pas les mecs, bodybuildés, tu vois? Ou qui recherchent une prise de masse et tout et c'est normal à vrai dire. Mais naturellement, ouais, j'attire un public qui est plutôt axé sur du sport santé. Bien que, tout à l'heure, j'ai évoqué, la thématique de la santé, notamment au niveau du bien-être et de la performance également. C'est-à-dire que, bah, je parlais d'unité d'élite, donc je veux faire des choses d'unité d'élite, donc qui ressemblent, quand même à, qui en tout cas, qui ont des compétences, pour moi que j'estime, de performance, tu vois? Comme faire un handstand, tu vois? Comme faire des tractions, comme faire un pont, tu vois? Et cetera, et cetera. C'est des compétences, tu vois, physiques assez complexes, je pense et que tout le monde peut pas avoir comme ça du jour au lendemain. Donc je voulais quelque chose qui mixe aussi bien le bien-être que la performance et effectivement, j'en suis venu à la découverte de la movement practice et je me suis égaré dans mon propos parce que j'ai oublié ta question. Bah, Venons-en en à fait, tu t'es ta pas question. vraiment égaré dans le propos parce que ouais, la question c'était comment t'es tombé dans la movement practice OK. et du coup tu y as plus ou moins répondu. Euh,
Alors, c'est marrant parce que justement, j'ai pensé à toi il y a quelques jours parce que tu m'avais accompagné sur quelques semaines pour faire un peu de mouvement de practice et découvrir et tu m'avais permis de débloquer le mouvement du lézard, je crois, si Ouais, je me trompe pas. Et justement, j'ai pensé à toi il y a quelques semaines en faisant une séance d'escalade où il y a des mouvements que j'ai dû faire, donc des rétablissements sur un bloc où en fait j'ai ouais. vraiment alors, pas fait le lézard aussi propre qu'on l'avait appris et que tu l'enseignes dans la mouvement, mais adapté à la discipline que j'avais. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait les liens. Je me dis, c'est intéressant de voir tous les liens qu'on peut faire entre tous les sports Mm. et la mouvement. Euh, pour rentrer un peu plus dans le sujet de la movement practice, parce qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure, comment tu l'as découvert, et là je Ouais. viens d'en parler. Pour ceux qui nous écoutent, parce que la première fois où tu m'as approché, je t'ai dit c'est quoi ça? Et les seuls référentiels que j'avais, c'était McGregor qui faisait des trucs bizarres sur un tatami, et je savais pas que c'était de la movement. Comment est-ce que tu définirais la movement practice ou comment toi tu la définirais avec ta vision? Ok. Euh, je vais raccrocher les wagons avec ta question précédente. Donc, j'ai découvert la movement practice par le biais d'un podcast de Rudy Koya à l'époque, 2017, il me semble, où il parlait justement de Conor McGregor et de ses entraînements, du moins de ce qu'on voyait et du contenu que tu as dû voir aussi sur YouTube et les autres personnes qui nous regardent aussi. Euh, et du coup, on s'est intéressé à ses entraînements, mais aussi à son entraîneur. Donc, le podcast évoquait aussi son entraîneur, qui était Ido Portal, donc le pionnier de la movement practice. Et donc, bah, ça m'a intéressé, je me suis intéressé à ce monsieur-là, de fil en aiguille, ça m'a conduit vers une autre vidéo YouTube, pas un podcast, mais une vidéo YouTube, c'était sur la chaîne Strengths Project, à l'époque du moins, et la vidéo s'appelait The Movement. Et tu voyais Ido Portal dans une vidéo 3-4 minutes, je ne sais plus si je te l'avais partagé, euh, et, euh, et la vidéo, elle m'avait impacté aussi bien visuellement qu'au niveau de la réflexion, donc du propos qui était, euh, qui était émis. Et donc, pour résumer brièvement ce que c'est la movement practice, c'est marrant qu'on parle de ça parce que là, je suis en train de créer une vidéo YouTube entre le titre, ça va être ça grosso modo. Non, ça va être ça même. Movement versus exercise. Movement versus exercice, quoi. Et, euh, et donc, si je devais te la qualifier, c'est une approche holistique et originale de l'activité physique où l'on cherche à développer, à développer le plus de compétences athlétiques possible. C'est-à-dire que on va chercher à savoir hum, comment interagir avec notre environnement. Voilà. Et je te laisse poursuivre si tu as d'autres questions. Je n'ai pas à rentrer plus dans les détails. Est-ce que je peux, après, je pourrais en parler pendant 10 minutes, mais Non, j'ai peur de perdre le fil et les non, auditeurs. il n'y a pas de souci. Mais ouais, du coup, enfin moi, de la vision que j'en ai de la mouvement practice, au final, c'est un peu une discipline, un peu comme pour faire un lien avec de l'athlé, par exemple, c'est une catégorie énorme de disciplines parce que dessous, il y en a plein qui rentrent en compte. Tu me diras si je me trompe, mais de la vision que j'en ai extérieure, la calisthénie typiquement, ou le street workout, ça rentre dans une sorte de branche de mouvement avec des accessoires du coup. Mais le but de la movement practice, c'est de développer des compétences, comme tu l'as dit, pour pouvoir maîtriser son corps, enfin son propre corps dans le mouvement. Exactement. Et puis, effectivement, et donc la movement practice, tu as rebondi sur la calisthénie. Effectivement, on emprunte plusieurs outils, exercices empruntés à différentes disciplines, comme le yoga, la gymnastique, la calisthénie. Euh, Ça peut être le jonglage, enfin le cirque de manière générale, la capoeira, la danse. Et, euh, et donc, du coup, on met les différentes qualités athlétiques, c'est force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle, et on les fait travailler en synergie. Dans le but de quoi? De savoir se mouvoir, au fait, avec son corps, sans dépendre d'un contexte, d'un environnement précis. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et donc, ce qui caractériserait, on s'appelle comme ça entre nous des movers, des gens qui pratiquent la movement practice, des movers, ce serait la locomotion, ou autrement dit l'art de déplacement au sol. Voilà, des gens qui font du parcours, par exemple, euh, ils ont plutôt ils sont plutôt aériens et sur des bâtiments.
du coup. Que nous, on va plutôt être assez terrestre, mais développer suffisamment de compétences physiques et motrices, athlétiques, on appelle ça comme on veut, pour se mouvoir au sol, au fait, tout simplement. Pourquoi? Ok. Parce qu'on est fait pour bouger, parce que c'est kiffant. Tout le monde aimerait savoir faire une pompe, faire un pistol squat, faire un handstand, faire un pont, faire un QDR, passer en inversion, sauter, faire un salto. Tout le monde aimerait savoir faire ça. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent, alors je sais que quand on en avait parlé, tu m'as dit c'est une partie spécifique de la movement practice, mais je sais qu'avec cet exemple, au moins tout le monde l'aura en tête et l'aura déjà vu que tu Ouais, parlais de déplacement. ouais. Tous les reels Instagram qu'on voit passer où les gens imitent des déplacements de gorilles, d'ours ou enfin d'animaux. Du coup, ça fait partie de la movement practice du coup. Ouais, ça en fait partie. Ça en fait partie, voilà. C'est de la locomotion. C'est-à-dire que, là, mettons le gorille ou le lézard, c'est un pattern de mouvement. Et ça, après, tu peux l'intégrer avec un autre pattern de mouvement. Avec le gorille, par exemple, comme tu as indiqué, ou comme la marche de l'ours, etc. Je cite des mouvements populaires volontairement. Et ça, mettons, ces trois mouvements-là, mouvement A, lézard, plus mouvement B, gorille, plus mouvement C, ours, et bah, A, B, C, ensuite tu peux diversifier la composition. Tu peux faire B, C, A, C, B, A. Et là, du coup, tu te crées un, un schéma infini de possibilités. Parce que si tu rajoutes après un quatrième mouvement, D, tu vois que la composition encore, elle, euh, elle s'allonge, quoi, en fait. Le nombre de compositions possibles, ça s'allonge, quoi, encore. Donc, ouais, l'art de déplacement, on pourrait résumer la locomotion comme l'art, comme l'identité du mouvement. C'est ce qui permet d'identifier quelqu'un qui fait de la movement practice, la locomotion. Et on peut appeler ça tout simplement aussi l'art de déplacement au sol, si ça plaît plus à certaines personnes. Ok. Euh, du coup, tu nous disais que tu as découvert ça en 2016-2017 avec un podcast à la base. Ouais, 2017, 2018, ouais. Euh, Est-ce que tu as pratiqué tout de suite ou depuis combien de temps tu pratiques si c'était pas le cas? J'ai pratiqué beaucoup en autodidacte parce qu'en 2017, il y a pas beaucoup de personnes qui en faisaient déjà, et le peu de personnes qui en faisaient, c'était à l'étranger. Donc Instagram, ça existait, hein, Youpi, c'était déjà assez populaire, mais bon, tu avais pas encore la fonction, voir la traduction dans les contenus, donc c'était un peu compliqué. Je suis pas full bilingue, tu vois? Et donc j'ai toujours, pratiqué de manière empirique, et après, 2-3 ans après, tu as eu des personnes comme, Clément de Mouvement Conscient qui a été, l'un des premiers en en France à créer du contenu YouTube à ce sujet, du moins à en parler surtout. Et puis de fil en aiguille, après il y a des personnes qui ont popé, tu vois? À partir de 2020-2021, ouais, 2019-2020, il y a des personnes qui ont popé, physiquement, notamment à Bordeaux, là où j'ai été pendant 2 ans, à Movement Practice Bordeaux, fondé et dirigé par Sylvain Nourry. Coucou Sylvain. Et puis d'autres à Paris. Donc ça commence à émerger, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre et c'est important, j'étais convaincu que la movement practice, ça va avoir, parce que c'est pas encore le cas, un impact aussi important que l'a été le CrossFit à son époque. Ok. Je pense que, enfin après, avec la vision que j'en ai quand tu m'as fait découvrir le domaine et tout, enfin de mon point de vue, ça a déjà un impact énorme dans la performance et sur les sportifs, mais pas en termes de notoriété, dans le sens où en fait, quand tu regardes la majorité des sportifs de haut niveau dans certaines disciplines, on parlait des combattants tout à l'heure, mais ils pratiquent tous ça pour agrémenter De enfin, plus en leur plus, ouais. discipline. L'exemple le plus populaire, excuse-moi, c'est Wembanyama, c'est ça, je Ouais. prononce bien le basketteur, ouais. J'ai un doute. Victor Wenbayama, je crois. J'ai un Ouais, doute. ouais, désolé, les filles, les mecs, si j'écorche son nom. Mais on voit tous de qui il s'agit. Et puis effectivement, il y a quelques postes populaires. Je ne sais pas qui est son préparateur physique, mais il lui fait beaucoup de travail de mobilité active et qu'on peut retrouver aussi dans la movement practice, entre autres. Et voilà, je te laisse reprendre, excuse-moi. Ok, non, pas de souci. C'est le but de l'échange. Du coup, tu disais que tu es convaincu
enfin, de l'impact que ça va avoir sur les gens, au-delà des Ouais, sportifs, vu qu'on a déjà beaucoup d'exemples de personnes qui utilisent, comme le basketteur français, pour pas citer son nom, pour pas ouais, citer ouais, son nom. ouais. Mais enfin, comment est-ce que toi tu le pratiques et est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça t'a aidé dans la guérison potentielle de tes genoux ou Ouais. Hmm. C'est une bonne question comment je le pratique et je comprends que la pratique puisse être floue dans les représentations collectives parce on a peut-être l'impression qu'on fait tout et rien à chaque fois parce on parle de danse, on parle d'outils de danse, de capoeira, de cirque, etc. Mais l'objectif, il n'est pas d'être spécialiste au fait en movement practice, il est d'être généraliste. Un exemple pour que ça parle aux gens de spécialiste, bah un footballeur, c'est un footballeur. Pourquoi? Parce qu'il s'est spécialisé avec un ballon, au fait, avec un outil. Et il est devenu footballeur parce que bah, c'est la discipline demande ça, c'est la règle. Au fait, tu joues avec un ballon de foot au football. Voilà. En movement practice, au fait, on a une tendance à être généraliste, à se spécialiser à un moment pour développer une compétence spécifique comme le handstand ou le muscle-up aux anneaux, etc., ou le bridge. Euh, mais après, on vient toujours avec une tendance généraliste parce que le but, c'est d'être bon ou très bon un peu partout, dans différents spectres. Euh, Donc ta question était pertinente. Donc voilà, on a plus une approche généraliste que spécialiste. Mais pour développer une compétence spécifique, encore une fois, une dips, une traction, une pompe à muscle up, on va se spécialiser dans notre programme qu'on va concevoir pour atteindre cette compétence-là. Parce qu'une fois qu'on a atteint la compétence, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, elle va rester. Tu as un schéma moteur qui est intégré, parce que tu as pris le temps de l'apprendre. Et, euh, et donc, après, moi, comment je l'intègre dans mon quotidien, c'est ça? ouais, comment tu l'intègres dans Ok. ton quotidien ou comment tu la pratiques? Bon, du coup, tu nous as expliqué que la pratique était de manière globale généraliste, mais Ouais, du coup, ouais, plus comment toi, est-ce que tu l'intègres dans ton quotidien? ok. Euh, je m'entraîne tous les jours, en fait. Tous les jours, j'ai des séances qui peuvent durer de 40 minutes à 1 h 30. C'est un plaisir de le faire. J'ai toujours du plaisir à faire ce que je fais. Mhm. Et, euh, et aussi, tellement comme il y a beaucoup d'outils, eh bien, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans la vie de tous les jours. Quand tu as un break de 5-10 minutes, ok, tu fais un ou deux exos. Et le bénéfice, il est tangible. Et du coup, je me souviens de ta question. Le bénéfice est tangible, notamment au niveau des genoux, parce que à ce jour, j'ai plus aucune douleur. Hum, Et donc, si je dois vulgariser mon propos en bénéfice tangible, moins de graisse, plus de force, plus de muscles, plus de mobilité, de coordination et de conscience corporelle. Euh, et je suis plus frais, plus disponible physiquement et mentalement également. Ouais, voilà. Il y a une question qui me vient en tête, enfin, je fais un peu le lien avec la capoeira, de ce que j'y connais de loin un peu. Je sais qu'il y a un aspect un peu artistique dans la capoeira, même si c'est un sport Ouais. de combat, mais c'est un sport de combat sous forme de danse. Et tu disais, pour les gens, ça peut paraître un peu flou la mouvement parce que, en fait, on fait tout et rien en même temps. Ce qui est l'avantage C'est ce qu'on a l'impression. ce qu'on a l'impression, mais c'est pour Ouais, ça, ouais. je mets du point de vue des gens. Mais je t'en prie, mais tu fais Euh, bien, tu fais bien. on a l'impression qu'en fait, on fait tout et rien en même temps parce que c'est pas coordonné ou quoi. Ouais. Alors qu'en fait, vous avez quand même un programme derrière qui est défini et que vous suivez. Mais le fait d'être généraliste comme ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu artistique que tu pouvais retrouver dans la capoeira, dans la mouvement, qui fait que justement, bah en fait, le fait de faire un peu tout et rien, c'est quand même, enfin, c'est tout et rien, mais qui a du sens pour toi parce que ça touche ton côté artistique, comme on en parlait avant avec les jeux vidéo et la musique, par exemple. Et tu as travaillé ton sujet, mon cher, c'est très bien. Et du coup, effectivement, euh, il y a une liberté créative, artistique, on l'appelle comme on veut, parce que je sais que j'ai des points forts, notamment en locomotion, mais que j'ai des points d'amélioration aussi notables, notamment tout ce qui est anneaux. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que chaque enseignant de movement practice aura, même s'il a une pratique généraliste, il doit être bon ou très bon un peu partout. Il y a forcément des spectres, des secteurs
où il va être moins bon qu'un autre, parce qu'on ne peut pas être très bon partout et parce que beaucoup de choses vont dépendre de notre passif sportif et personnel, de notre vie, au fait, de manière générale. Et donc, effectivement, la capoeira, c'est quelque chose, oui, que je parle et que je mets en avant, bien que j'en ai fait que 2 ans au final. Mais ça, c'est la fluidité que j'ai, heu, c'est quelque chose au final qui a est-ce que ça a toujours été là au final? Parce qu'au final, tu vois, j'ai pas fait 15 ans de capoeira, donc donc je sais pas quoi dire à ce sujet. Par contre, ce que je peux dire par rapport aux compétences et aux talents de manière générale, alors ça vient pas de moi, mais ça vient du livre, peut-être une recommandation de tout à l'heure d'ailleurs, du livre de Daniel Conan Doyle qui s'appelle, le titre c'est Talent Code et la première phrase dans la préface c'est: «On ne naît pas talentueux, on le devient». Donc encore une fois, c'est par la pratique, la répétition. Quand tu mets du cœur, de l'émotion dans ce que tu fais, il y a pas de souci, ça c'est cool et quand tu as l'aspect de communauté en plus, de synergie, heu, ça tu beaucoup plus vite. Ça contribue, largement à ton développement personnel et ça le fait d'être en communauté, ça l'améliore davantage. Enfin, cette phrase, je la trouve très intéressante parce que c'est un peu le bilan que j'ai fait sur 2024 avec tous les invités que j'ai sur le podcast où, au final, à travers tout le monde, j'en retire une synthèse de Mmh. 3 règles à peu près simples, justement, OK. qui va dans le sens de ce que tu dis, où en fait, on ne naît pas talentueux, on le devient. Et en fait, les 3 règles que j'ai retenues, c'est que, un, on s'améliore que par la pratique. Deux, tous pratiquent. Et Ouais. trois, en fait, si tu veux vraiment devenir talentueux, faut commencer, continuer et jamais s'arrêter, quoi. Et du coup, ça rejoint un peu avec ce que tu disais là, le fait de, en fait, on n'est pas talentueux, on le devient. Ouais. Euh, Il y a un côté que je trouve hyper intéressant avec la mouvement de practice, peut-être qu'on retrouve dans d'autres sports, mais que je connais pas, ou j'ai pas cette vision dessus pour avoir ce recul, dans le sens où je suis en fait, euh, quand des gens veulent se remettre au sport ou avec le 1er janvier disent aujourd'hui je me remets au sport et ils vont à la salle parce que tout le monde fait ça et qu'en fait ça leur convient pas et ils arrêtent déjà le 3. Je suis persuadé qu'en fait il y a toujours un sport qui convient à tout le monde, faut juste trouver lequel par passion. Et il y a un Ouais. peu ce truc contre-intuitif avec la movement où c'est un sport qui peut convenir à tout le monde parce qu'il est tellement généraliste qu'en fait tu peux, en fonction de ce que t'aimes de base ou de tes talents innés que tu pourras renforcer, bah, en fait, ce sport pourra te convenir. Et du coup, ça en découle ma question de base, même si je pense y avoir un peu répondu, et vu que tu as hoché de la tête, je pense que tu seras d'accord, c'était à qui la mouvement s'adresse ou à qui ça peut s'adresser, vu que tu es persuadé que dans le futur, ça va aider des millions de gens. Des millions, inch'Allah. Mais ouais, je suis convaincu de ça en tout cas, ouais, effectivement. À qui ça s'adresse? Tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. Pourquoi? Parce que tous les outils slash exercices sont déclinables avec différents niveaux de progression. Et encore une fois, je pense que tout le monde a envie de savoir de glisser, ramper, sauter, passer en inversion, en pont, savoir faire un handstand, savoir faire un squat. Tout le monde a envie de faire ça, au fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus fun que s'éclater avec son corps, quoi, que de s'amuser avec ça? Et quand je dis, s'éclater, s'amuser, mais effectivement et je comprends que ça puisse, paraître, du coup, en dehors du fait que ça peut paraître flou aux yeux dans les représentations collectives, je comprends que quand on parle de fun, d'amusement et tout, bah, les gens ils y trouvent pas non plus un truc sérieux. Le vocabulaire a son importance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans tous les trainings que je fais, bah, justement, je dis pas: «Je vais m'entraîner» souvent, mais je dis: «Je vais jouer». Mais ça m'empêche pas de progresser, au fait. L'état d'esprit influence ta capacité à apprendre. Très, très bon mot. Je pense que ça va finir en citation sur Instagram, cette partie. Vas-y, oh là là, on sort des dingueries là, philosophe Koulouski, tu mets Koulouski à la fin, ça fait un peu russe, tu vois? Euh, En vrai, c'est très cool pour finir un peu sur cette partie de la mouvement parce qu'on est bien rentré en détail et je pense qu'on va encore en reparler par la suite. Mmh. Il y avait
une autre grosse thématique que je voulais aborder, que j'aborde souvent avec les invités. On a un peu mis le pied dedans avec justement tes LCA, Oui, enfin tes ligaments croisés, euh, pour découler sur la mouvement justement, mais c'est toute la partie gestion de l'échec, parce ouais. que l'objectif du podcast, comme on l'a dit, c'est de, et comme je le dis souvent, c'est de comprendre les clés de la résilience et de la performance. Donc là, tu nous as montré que la mouvement de practice était un outil très intéressant pour la performance et aussi la résilience au final. Ouais. Euh, mais justement, là, on va prendre ça de manière un peu plus large et un spectre un peu plus large. Première question pour ce sujet, ce serait comment est-ce que tu gères l'échec? Il y en a pas. J'ai cité Mandela, mais c'est quoi? Soit je perds, soit j'apprends. Voilà. Soit je perds, soit j'apprends, c'est ça, hein? Je dis Non, pas de soit je bêtises? gagne, soit j'apprends, je crois. D'accord, OK, pardon. Soit je gagne, soit j'apprends. Et puis il y a pas d'échec. En fait, l'échec, ça commence là où tu t'arrêtes. Tu arrêtes de faire quelque chose, donc soit je gagne, soit j'apprends. En fait, ouais, je perds, tu échoues, ouais, tu échoues pas. C'est pas quelque chose qui est dans ma tête, c'est pas un mot de vocabulaire que j'emploie. Ouais. Voilà. C'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'invités qui ont cette vision aussi. Alors, du coup, en général, le terme échec est plus posé par l'entourage ou la vision, enfin, le public, entre guillemets. Mais justement, alors si on reprend ce terme d'échec que le public aurait pu poser sur certains apprentissages que tu as eus, qu'est-ce que justement tu as appris sur toi à travers ces échecs? Là, en ce moment, bah, ce serait curieux de refaire une interview un peu plus tard, quand je vivrai, décemment de mon activité. Mais en tout cas, je suis convaincu que je vais réussir à impacter la vie de beaucoup de personnes. Je suis convaincu de ce que je fais, de ma proposition, et tout ce que je fais, bah, je l'ai fait pour moi, donc je vais le faire pour les autres, et du coup, c'est devenu un devoir moral pour moi de transmettre ce que j'ai compris à ce jour du corps humain. Et pourquoi c'est devenu un devoir moral, entre guillemets? Parce que j'ai vu trop de personnes autour de moi, notamment dans ma famille, tu sais, mes parents, c'est moi, je suis solo, tu sais, comme enfant, et par contre, mes parents, ils viennent de 2 grandes familles de 6 ou 7 gamins, tu vois? Et et forcément, bah, dans le lot, tu en as forcément un ou 2 qui est, tu vois, qui comment dire? Qui tombent dans les refuges qui deviennent des tombeaux, genre l'alcool, tu vois, déjà. Et dans les autres, bah, tu as beaucoup d'artisans, du moins dans la génération de nos parents. Hem et moi, j'ai le souvenir, ouais, d'oncles, tu vois, qui, putain, ils ont 50 ans, ils sont flingués, tu vois? Dès qu'ils se voient, ils se font: «Ouf!» Tu vois? Parce qu'ils ont trimé comme des zinzins, ils ont pas pris soin d'eux, et pour moi, en fait, genre, putain, tu as 50 ans et tu es là, quoi, enfin, tu souffres autant. Enfin, tu vois, 50 ans, c'est jeune, quoi, et du coup, ça m'a marqué aussi. En parallèle, il y a la première blessure qui était venue, tu vois? Donc ça a commencé à construire, une pensée, une réflexion autour de la santé de manière générale. Comment est-ce que je veux vieillir, tu vois? Ouais. Et Ouais. comment tu veux vieillir du coup? Tu m'as tendu la perche. C'est très vrai. Avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Je veux juste faire ça, et bouger le le plus longtemps possible avec, moi-même, et puis avec d'autres personnes, ouais, voilà. Ouais. Et de pas avoir de douleur, ouais, ne pas souffrir. Là, alors c'est pas de moi, mais je la trouve suffisamment pertinente, cette quote, à placer. Hem, attends, que je dise pas de conneries comme pour Mandela. Attends, ah oui: «La douleur est obligatoire, la souffrance est optionnelle». Donc avoir la douleur, OK, par contre souffrir, c'est un choix après, et moi je fais le choix de ne pas souffrir. C'est très beau et très sage, comme tout ce que tu nous racontes depuis le début. Euh, Il y a un point sur lequel je vais rebondir par rapport à ça parce que, en fait, quand tu es face à un échec,
Je fais écho avec l'épisode que j'ai tourné avec Kevin Petit, qui est pilote de course professionnel et qui a Ouais. vécu une descente aux enfers sur 2023-2024. Mmh. Et en fait, maintenant, il le prend avec sagesse et il dit, bah ok, c'est... Soit je suis en mode, ok, bah Kevin, t'as fait les mauvais choix, t'as merdé, c'était des années de merde, ok. Mais là, on est dans ce que tu disais, je souffre. Mais sinon, Mmh. je le prends et je saisis l'opportunité et en fait, j'utilise ça comme tremplin. Mais je trouve qu'il faut quand même un sacré recul et une sacrée force mentale pour réussir à se mettre dans cette optique qu'on n'a pas toujours sur le coup, sur le moment à chaud. Comment est-ce que toi, maintenant, avec l'âge que tu as et le recul Je que suis tu pas as, vieux, hein. je dis pas que t'es vieux, je dis Non, pas que t'es vieux, mais t'es quand même plus âgé que moi, entre c'est guillemets, c'est donc c'est très vrai. il y a quand même des conseils qui sont bons à prendre et que je suis prêt à écouter. Comment est-ce qu'avec le recul que tu as justement sur tes blessures et ton parcours et ses potentiels échecs, Ouais. tu arriverais à définir ou à donner des conseils pour se forger ou renforcer son mental justement pour ceux qui passent là-dedans ou qui vont passer là-dedans parce que en fait on y passe forcément. La question c'est comment on en sort après quoi. OK. Bah, je leur dirais qu'on a 2 points communs, eux et moi, le temps et la santé. Et donc par rapport à la santé, je pense que tout le monde a pour projet de vivre dans un corps, sans douleur et fonctionnel, le plus longtemps possible, donc de pas souffrir. Et par rapport au temps, bah, je pense que, bah, tout le monde a 24 heures dans sa journée et donc tu es responsable, bah, de créer, de créer ta vie, au fait, voilà, de créer ce que tu souhaites faire de ta vie. Et par rapport au temps, il y a quelque chose que je cite souvent, c'est de Mike Horn, c'est le principe des 30 000 jours, au fait, où, Mike Horn, quand il était petit, son papa, il racontait, souvent des histoires et notamment l'une d'elles où il parlait du principe des 30 000 jours. Et 30 000 jours, en fait, ça équivaut à 80-85 ans, tu vois, à peu près. Et si tu parles de 30 000 jours comme ça, tu dis, si si tu dis 80-85 ans, tu fais: «Putain, c'est vieux», tu vois? Mais si tu dis que ça fait 30 000 jours, tu fais: «Putain, c'est rapide, au fait». Donc il y a pas une minute à perdre, tu vois? Ta perception, elle peut switcher direct. Et donc le fait de savoir ça, bah, par rapport au temps que tu as, on va dire, tu as 30 000 jours, tu vois, à vivre, bah, go, au fait, tu fonces, tu as 24 heures dans ta journée, tu sais qu'en 24 heures, bah, tout le monde a 24 heures, que ce soit du Elon Musk ou du Jeff Bezos ou plein d'autres personnes qui t'inspirent et qui sont déjà là où est-ce que tu as envie d'être. Bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'être là où ces personnes-là sont? Voilà, c'est tout. Je vois. En vrai, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à, j'allais citer Albert Einstein, mais au final, le temps est relatif. Mais ça me Mmh. fait penser à l'interview. Alors, je sais plus si c'était Bruce Lee ou Mohamed Ali, et je me demande si les deux n'ont pas eu la même réponse à cette question. Mmh. On leur avait dit, qu'est-ce que tu comptes faire bah, de tes jours qui te restent? Ouais. Et justement, si on reprend ce truc des 30 000 jours, je crois que c'est Mohamed Ali qui avait dit ça, où il avait fait un calcul et il disait ok, je suis à la moitié de ma vie, il reste 15 000 jours, mais au final, enfin lui, il avait fait en année, mais 15 000 jours, si on enlève déjà tous ceux où je vais dormir, il en reste plus que 10 000. Si on enlève tous ceux où je vais manger, prendre ma douche et faire du sport, il en reste plus que 5 000. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais vraiment faire des 5 prochaines années qui me restent à vivre, quoi. Et Et ouais, ça fait dire qu'on a besoin d'être mis un peu dos au mur, tu vois? Mais pas forcément. Bah, souvent ça passe comme ça, si souvent c'est par une situation qui t'arrive dans ta vie. Mais je pense qu'on peut être mis, dos au mur, bah, par ce qu'on vient de dire. Si tu évoques le principe des 30 000 jours et tu dis: «Regarde, tu as 2 façons de le percevoir». Soit tu te dis, bah, tu vis 80-85 ans et tu te dis: «C'est vieux», tu fais: «Ouais, j'ai le temps, tranquille». Ou soit tu te dis, bah, tu as 30 000 jours. Tu fais: «Oh putain, j'ai pas de temps à perdre», tu vois? ouais. C'est tout. Merci. Euh, j'ai deux questions qui me viennent en tête pour finir un peu sur cette partie. La première, c'est est-ce que, au-delà de la movement practice, je précise en amont, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises ou que tu as utilisés pour mieux gérer un peu ces échecs ou renforcer ce mental? Je Ouais. sais qu'il y a le journaling et la méditation qui reviennent souvent. Est-ce que bah, c'est des outils que tu utilises ou est-ce que tu en as d'autres?
Des outils pour aller mieux globalement, enfin en dehors de la movement Pour, practice. pour aller mieux, qui t'aide à faire, entre guillemets, une introspection personnelle ou à avancer ou à te prendre cette claque des 30 000 jours et te réaliser qu'en fait, t'en as déjà gâché 10 000 à te dire que t'allais jusqu'à 80 ans, quoi. Ouais. Ouais, un truc tout bête, hein. Franchement, c'est de voir mes potes, tu vois, et de boire, bah, quand je les vois, une bière le week-end avec eux. Et on rigole, on déconne, mais sur tout et n'importe quoi. Et, c'est trop bon, c'est trop drôle. Tu vois? Donc ça me fait avancer. C'est une méditation aussi. Après, avant la movement practice, on l'a pas évoqué, mais j'ai beaucoup fait de CTS. CTS, c'est la méthode de Christophe Cario avec les bandes élastiques. Ça a Ok. été le pionnier des bandes élastiques. Lui, il a ramené ça des États-Unis, Christophe Cario, et j'en ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Hem et sinon, ouais, non, bah, de voir mon entourage, voilà, jouer aux jeux vidéo, créer de la musique aussi. J'ai fait pas mal de compositions musicales par MAO. Voilà, ouais, journal de gratitude et autres, je le fais pas parce que ça m'inspire pas. Je dis pas que c'est un outil qui est pas utile. Je pense que, tu sais, c'est comme, je parlais des différences entre les enseignants en movement practice entre autres, mais c'est pareil dans Ouais. tous les domaines du monde, que tu sois dans le bâtiment, dans le bois ou que sais-je quoi, dans tous les domaines. En fait, il y a pas un enseignement qui est meilleur que l'autre ou une thérapie qui est meilleure que l'autre. Par contre, il y a une façon de te parler, de communiquer qui va plus résonner en toi par rapport à ton contexte actuel dans ta vie. Mm. Parce que moi, tu peux venir vers moi et tu peux ne pas apprécier ce que je fais, tu vois? Mais tu vas aller voir quelqu'un d'autre, tu vas kiffer ce qu'il fait alors qu'il fait de la movement practice aussi, par exemple. Par contre, tu reviens me voir dans 5 ans, bah, tu vas kiffer ce que je fais, alors que j'ai pas changé pour autant. Mais il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que, bah, mon parcours, heu mon expérience professionnelle, mon passif sportif et émotionnel, bah, résonne en toi maintenant. Ouais. Non, en vrai, je trouve ça très vrai et c'est un truc que je dis souvent. Alors, je pose les questions et je demande des livres à la fin. Ouais. Mais quand on me demande des conseils de livres à lire et tout, je leur donne la liste et je précise toujours que en fait, lire des livres c'est bien et demander les livres préférés aux gens c'est cool. Ouais. Mais en fait, il faut que le livre ou la question arrive au bon moment dans ta vie. Et moi, il y a des Ouais. milliers enfin des milliers peut-être pas, mais il y a une bonne dizaine ou une centaine de livres que tout le monde recommande, que soit j'ai jamais lu ou que j'ai commencé et que j'ai pas accroché. Et 5 ans après, je les ai rouverts et là, j'ai compris pourquoi les gens appréciaient ce livre. Mais sur le moment, c'était pas le bon Mmh. moment et il est pas arrivé. Donc, je trouve ça très intéressant de voir ça comme ça. Et en fait, c'est un peu ce que je dis à chaque épisode, c'est que le but avec Crisis, c'est pas de dire qu'il y a une méthode qui fonctionne ou donner un outil qui est miracle à tout le monde. En fait, le but, c'est de découvrir plein de personnes qui ont des outils et des chemins de vie différents pour pouvoir, vous, ceux qui nous écoutent, tester des outils qui potentiellement vous donnent envie et après voir si ça fonctionne ou pas. Et en fait, il n'y a aucune injonction à mettre. Et je vais reciter Océane Mae, mais elle a dit une phrase qui résonne encore en moi depuis qu'on a tourné l'épisode et qu'on l'a publié. Mais en fait, il n'y a aucune injonction à mettre. La seule injonction qu'on devrait donner aux gens, c'est essaye. Au pire, tu te foires, bah c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, tu vois. Et en fait, c'est un peu la même chose. Le journaling, ça te convient pas. Il y en a plein à qui ça convient, mais j'ai aussi eu plein d'invités qui n'aiment pas ça. Euh, donc, merci pour ton partage. Pour clore un peu cette partie et entrer doucement vers la fin de l'épisode, Ouais. en général, j'ai préparé un mini-jeu. Alors, le jeu que je t'ai préparé, c'est le meilleur et le pire. Juste avant de te partager les règles, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore là qu'il y aura tous les liens dans la description pour te retrouver et pour retrouver Crisis. Et aussi de ne pas hésiter à partager en story sur Instagram l'épisode si ça vous a plu et de nous taguer, on pourra vous repost. Ouais, allez checker Crisis. Merci beaucoup. Euh, le mini-jeu que je t'ai préparé, du coup, je vais te poser des questions. Donc, tout est dans le nom, le meilleur et le pire. Et le but, Ouais, c'est que tu répondes le plus spontanément possible à avec la première réponse qui te vient en tête. Il n'y a pas vas-y. d'ordre du tout sur les questions. Enfin, il y a un certain ordre, mais je veux dire, il y a des thématiques dans tous les sens. Donc, t'inquiète pas s'il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui ou pas. OK, bah, vas-y, ça roule, je suis chaud. Première question, la pire matière à l'école.
Maths. Ok. À l'inverse, la meilleure musique pour s'entraîner. C'est dur. Du, du Lofi. Ok. Lo-fi girl en boucle. Ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, alors, ça va être un peu dur parce que j'ai mis entraînement, mais ton pire moment à l'entraînement. Parce que du coup, tu nous as dit que tu jouais plus que tu t'entraînais, mais Ouais, pas de souci. Quand je me suis, quand je me suis filmé quand je me suis filmé en entraînement de capoeira et j'étais tout seul et je me suis rompu en direct pour la deuxième fois le ligament croisé antérieur. ouais, ok. En plus, t'as la vidéo pour voir après, dire. Alors je l'ai pu parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens de m'être filmé, j'avais regardé, je l'avais montré à mon kiné à l'époque, et voilà. Ok. Et bah, heureusement que ça va mieux maintenant. Ouais, de ouf. Le meilleur encouragement qu'on puisse te faire justement pour te motiver, pour bien démarrer la journée ou quand tu as besoin de motivation dans ta séance de sport ou de jeu. On m'a dit pas plus tard qu'hier et ça m'a touché parce que tu sais quand on dit des choses et qui te touchent, bah, tu es touché parce que tu pas envie qu'on te le dise, mais tu sais que c'est vrai au fond, mais tu l'as pas encore, compris, tu vois? Et on m'a dit, «Tu es fédérateur, tu as une énergie pour fédérer» et ça, je commence à le voir, mais c'est pas encore ça, tu vois? Donc on m'a dit: «Ouais, tu es fédérateur» et ça Ok. ça m'a touché, ouais. Et je suis totalement d'accord avec cette personne. Je sais pas qui c'est, mais OK, j'acquiesce. merci. Le pire conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer la mouvement de practice. Arrête d'être curieux, Et à l'inverse, le meilleur conseil. garde le mental en rotation. Parfait. Ton pire moment en tant que coach sportif. Mon pire moment, coach. Et là, j'ai pas le souvenir de quelque chose de pire ou de gênant, tu vois? J'en ai pas en tête, j'aimerais bien là, mais, Bah, c'est bien. C'est que écoute, eh Joker et ben si ça me revient, je te le dis direct et là. bah, Joker, on passe à la suivante. Du coup, c'est ton meilleur moment en tant que coach sportif? Ouais, bah, c'était écoute, en saison d'été là, il y a quelques mois et j'expérimente aussi avec mes élèves en fonction de leur niveau, je le vois bien et là, je leur ai appris le pont au mur, le one arm Ouais. wall bridge où tu fais le pont, une rotation pont sur le mur en 1 heure de temps et quand tu les vois faire le pont, ils te regardent la première fois parce qu'ils l'ont jamais fait au fait et c'est des gens qui font du yoga Ouais. et d'autres sports, tu vois? Et ils disent: «Ouais, j'ai une mobilité soit de zinzin, mais j'arrive pas à le faire donc je manque de force» ou soit «J'y arrive pas». Bon, c'est pas une réponse spontanée du coup, ou soit «J'y arrive pas parce que je suis trop raide et tout». Mais là, quand tu les vois le faire, ils te regardent, toi tu et toi ils te sourient et toi tu fais: «Tu vois, je sais, genre, tu vois, je sais pourquoi tu as réussi» et toi tu es content, tu vois, de l'avoir fait. Enfin, la personne est contente de l'avoir fait, elle te regarde avec le sourire, ouais, ça, voilà, c'est cool. Très cool. Merci, merci beaucoup. Hem, des fois, je repasse sur une petite partie un peu échange, plus «perso» entre guillemets avant d'entrer dans les questions de fin. Heu, on en a beaucoup parlé en off et je sais pas si on en a parlé dans l'épisode, mais t'envisages, non, c'est acté. Tu vas faire un PVT pour aller en Australie. Ouais, Pourquoi, je saurais même pas comment poser la question, mais ouais, pourquoi partir, en Australie? OK. Alors c'est en cours de traitement, hem, mais effectivement, je vise l'Australie. Pourquoi? Alors ça, c'est moins drôle parce que le contexte de la movement practice en France, c'est le suivant: on est une dizaine d'enseignants, enseignantes, mais aucun n'a une structure physique, d'accord? Et les mœurs dans le contexte de la santé, de la prépa physique, de la performance, il évolue lentement en France. Parce que quand tu vas à l'étranger, en Espagne ou par exemple en Angleterre, il y a des structures physiques de movement practice. Et ça fait déjà 5 ou 6 ans. En France, on n'en a pas encore. Et on n'est qu'une dizaine d'enseignants, enseignantes. Donc l'avantage, c'est qu'on est peu nombreux sur le territoire français, oui. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il faut populariser la pratique. Et
Et moi, là où je suis actuellement en Normandie, bah, ça me fait chier de j'ai pas les thunes pour monter une structure physique et heu et pour commencer à en vivre décemment. Donc j'ai fait le choix par rapport à mon contexte personnel de partir en PVT parce qu'on m'en a parlé, il y a 2 mois de ça par hasard et heu et du coup, c'est pas par hasard. En fait, si on t'en parle, moi je pars du principe qu'il y a rien qui arrive par hasard, même quand des fois, ça met du temps, quand les bonnes choses mettent du temps à se concrétiser, à arriver. Hem Et du coup, j'ai choisi le PVT pour l'Australie. Pourquoi? Pour changer de continent, parce que je suis curieux. Voilà, j'aurais très bien pu partir beaucoup plus proche en Europe, mais j'ai choisi l'Australie, pour vivre une nouvelle expérience humaine et pour aussi, parce que je sais qu'il y a des structures de movement practice là-bas et je sens qu'il y a beaucoup d'opportunités, à avoir dans mon secteur d'activité en tout cas. Je sais qu'il y a une culture de la santé et du bien-être qui est prédominante là-bas, bien plus importante qu'en France en tout cas. OK. Très cool et merci pour, l'authenticité de la réponse. Ah ouais, pas de souci. Hem, j'ai d'autres questions, un peu plus perso pour, enfin, je t'ai dit, là, de toute façon, c'est des questions en vrac qui ont un lien entre elles ou pas forcément. Vas-y. Mais, en fait, il y a une question que j'ai envie de te poser, même si j'ai déjà la réponse. La première, c'est: est-ce que tu es heureux aujourd'hui? José, est-ce que je suis heureux? C'est lui, José. José qui fait coucou. Coucou. Alors, pardon. Euh, ouais, je suis heureux, ouais. Je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est une bonne question, encore une fois. Parce que j'estime avoir fait quelque chose. J'estime avoir pas hacké, mais fait quelque chose d'assez dur. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, que peu de personnes ont. C'est-à-dire avoir la santé et savoir comment la prolonger. Comment la faire durer. Comment avoir la meilleure longévité possible avec son corps. J'ai des éléments de réponse parce que je l'applique, parce que je pratique. Donc je suis heureux pour ça parce que je sais comment développer un corps sans douleur et fonctionnel. C'est cool. Voilà. Encore une fois, je veux pas être pédant, je suis un éternel étudiant et enseignant. Je serai toujours curieux, voilà, mais c'est mon avis là-dessus. Ouais, je suis convaincu que j'ai un secret de la longévité, je vais le partager. Pour moi, le secret de la longévité, c'est la diversité. Voilà, plus tu développes de compétences, que ce soit physiques, motrices, intellectuelles, dans différents domaines, bah plus tu t'épanouis au fait. Parce que tu t'ennuies pas. Et parce que ça contribue à ton développement personnel. Sans doute parce que ça passe par le biais de la création, entre autres. J'ai envie de rebondir là-dessus avec, un philosophe que tu vas apprécier, je pense. Enfin, je sais que tu l'apprécies, on en a déjà C'est parlé. Kolowski. Pas du tout. Heu, avec Bruce Lee et c'est Ah un ouais, livre, que je recommande à tout le monde. Je crois que c'est Be Water My Friend, le livre qui a été fait par, sa fille, donc Shannon Lee. tu m'en avais Heu, parlé. je t'en avais parlé et alors j'ai dit philosophe parce que, à mon sens et pour beaucoup de personnes, Bruce Lee était un philosophe, même si pour beaucoup de gens c'était un pratiquant d'arts martiaux et un acteur de film. Mais en fait, il a écrit tellement d'ouvrages et il a fait tellement de journaling qu'il y a tellement de ressources qui prouvent aussi qu'il était philosophe. Ok. Et il y a un truc que je trouve trop intéressant, c'est que je suis persuadé, enfin, comme toi, je suis persuadé que les réponses, la santé, enfin, tout émerge du mouvement et de l'action. Donc, en plus, ça fait lien avec la mouvement de practice. Hmm. Et je crois que Bruce Lee avait écrit un truc du style, justement, en fait, la réponse vient du mouvement parce que l'eau stagnante, enfin, pourrit, enfin, quand l'eau stagne, elle devient impure, entre guillemets, alors que l'eau en mouvement, et tout là aussi, Be Water, Hmm. l'eau en mouvement, justement, est en perpétuel renouveau et régénérescence. J'ai un doute sur le terme. On a mais, compris. mais du coup, ça fait écho avec ce que tu disais, le fait d'être en mouvement, et en même temps, ça fait écho avec le fil conducteur de cet épisode sur la Hmm. mouvement de practice. Donc, je voulais le partager. Bah, je te remercie. Et du coup, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que j'ai rien inventé, moi, en fait. Le mouvement, il a toujours été là. Par contre, maintenant, avec la movement practice, on a catégorisé certaines choses.
Je t'ai parlé du floor work, je t'ai parlé des, du travail spécifique aux anneaux, euh, je t'ai parlé du jonglage tout à l'heure. Donc en fait, ça a toujours existé. Nous, en fait, en movement practice, bah, le mouvement, pour nous, c'est un domaine d'étude pour, bah, encore une fois, juste profiter et kiffer dans sa vie de manière générale. Mais tout en développant, bah, si tu cherches un aspect santé, bah, tu peux l'avoir. Si tu cherches un aspect performance, tu peux l'avoir aussi. Donc, on s'entraîne, on s'entraîne comme un scientifique, en fait, mais on bouge comme un artiste. J'aime beaucoup. Je pense que ça refait encore écho avec Bruce. Je sais pas si tu avais lu ce livre quand je te Je l'ai l'avais pas lu, recommandé, mais pas du encore. coup, je sais plus c'est à quel moment dans le livre, mais justement, quand on demandait à Bruce Lee comment il se catégorisait dans la vie, en fait, il disait pas qu'il était pratiquant d'arts martiaux, cinéaste, philosophe ou quoi. Il disait que c'était simplement un humain, premièrement, virgule, un artiste de la vie, artist of life. Et du coup, je voulais souligner ce point. Euh, Ok, bah, très intéressant, ouais, les synergies et les similitudes, ouais, dans l'état d'esprit, au fait. Et, euh, et tu vois, tu parlais de philosophe, mais et tu parlais de philosophie avec un pratiquant d'arts martiaux comme l'a été Bruce Lee. Mais en dehors du vocabulaire philosophique, en dehors du terme philosophie, je pense que chaque pratiquant passionné, que ce soit dans le bodybuilding ou dans le handball, dans l'aviron, que sais-je, s'il en parle avec passion, en fait, il va transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a compris à ce jour dans sa pratique. Et c'est peut-être ça la philosophie, au fait, c'est ouais. transmettre sa passion avec tout en allant à l'essentiel, c'est-à-dire être économe dans les mots mais profond dans le sens. Ouais. J'aime beaucoup ce terme économe dans les mots et profond dans le sens, parce que la philosophie, pour beaucoup de gens, c'est un truc chiant que tu vois en première et en terminale parce que c'est de Ouais, de l'aspect ouf. théorique. Oh, ouais. Alors que l'essence même de la philosophie, c'est pas quelque chose qui se théorise, mais c'est quelque chose qui se pratique et qui se montre par les actions. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, ça fait le lien avec ce que tu disais. Au final, un tennisman, un combattant de boxe ou un professeur de maths, en fait, du moment qu'ils pratiquent et qu'ils mettent en lumière ce qu'ils font, sont philosophes. Pas parce qu'ils le disent, mais parce qu'ils le font. Donc, je trouve ça très cool. Dernière question pour clore un peu l'échange. C'est une question un peu plus dure parce qu'on arrive vers la fin, donc c'est bien d'avoir des questions un peu plus d'introspection avant de basculer sur les questions de fin. Et je dois répondre spontanément toujours. Non, non, pas D'accord. spontanément, Ok. t'inquiète pas. C'est une question que je pose à plusieurs invités et j'aime bien pour voir un peu la diversité des réponses, justement, vu que tu disais enfin, la richesse se trouve dans la diversité. Le Quel est secret de la longévité, c'est la diversité. Ouais. Exactement. Le... La question, c'est quel est le plus gros mensonge qu'on t'ait fait croire? Gagner 5 000 euros par mois en 6 mois. Ok. Et pourquoi on t'a fait croire ça, du coup? Bah, parce qu'au fait, bah, comme beaucoup de personnes, je suis entrepreneur et je souhaite avoir, comment dire, organisé mon image en online, au fait, pour bah, construire son business, tout simplement. Hop, il y a ma montre, pardon. Et du coup, bah, je suis passé par l'achat de plusieurs formations en ligne. Et l'une d'elles, c'était bah, cette promesse-là. En gros, construire un tunnel de vente en 6 mois et gagne. C'était pas 5 000, c'était 3 000 euros. Ouais. 5 000, j'aurais pas cru. 3 000, j'y ai cru à l'époque. Donc c'est des mythos, voilà. Et ça. Bref, voilà, ça n'a pas construit la confiance, hein, comme tu peux t'en Ouais, douter. je vois. Merci beaucoup pour ce partage. On va rentrer sur les questions de fin, comme je te l'ai dit précédemment. Je prends juste mes fiches pour te dire la première question de fin, qui est toujours la question de l'invité précédent, de Ouais, l'invité et eux cette fois, qui est Margot Vénin et qui est une skippeuse à voile et qui a pour projet de faire la Mini Transat en 2025. ok. Et elle t'a écrit: quelle a été la décision la plus dure que tu as dû prendre? Merci pour la question. Comment s'appelle-t-elle? Margot Vénin. Merci beaucoup, Margot. Euh, la décision la plus dure à prendre dans ma vie de manière générale. Tu prends la question comme tu veux. C'est une question ouverte.
Si, ouais. J'ai eu, suite à un recours administratif après la gendarmerie, j'ai eu le choix de revenir en gendarmerie 1 an après avoir fait mon recours administratif. En 1 an, il s'en est passé des choses. Mais j'ai décidé de ne pas répondre favorablement à un retour en gendarmerie. Et là, tirer un trait définitivement sur le GIGN. Ouais, c'est ce qui me vient spontanément en tête, ouais. Et du coup, ça fait le lien avec ce qu'on disait au début, un rêve brisé. Et là, c'est vraiment le moment où là, tu rayes le rêve, tu le Ouais. sors de ta to-do list, quoi. Et tu sais que j'ai fait le deuil quelques années après, 5 ans après, quand j'ai lu le livre d'Aton, qui est un ancien membre du GIGN, Ouais. qui s'appelle, son livre, c'est Confession d'un Ops. Et il raconte son parcours, au fait, et lui, il a dû arrêter parce qu'il avait une prothèse cervicale, et donc les médecins lui ont dit, bah écoute, comme tu as une prothèse, il te reste 6 mois, 6 mois de service, et donc profite parce qu'après tu pourras plus en refaire, tu vois, parce qu'après tu seras considéré comme inapte. Et la lecture de ce livre-là, ça m'a fait un deuil complet vraiment sur ce rêve, tu vois. Donc j'avais toujours des petites traces, tu vois, qui sommeillaient pendant ces années-là, mais la lecture de ce livre a contribué à ce deuil-là, si on peut appeler ça un deuil, voilà. Ok. Et ben, on va enchaîner avec les autres questions de recommandations. Euh, Imagine que tu n'aies aucune contrainte en termes de budget temporel, tout ça. Pour créer ta Dream Team, un peu ta team d'Avengers, tu dois choisir 5 personnes pour t'accompagner, te mentorer, t'aider à réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs. Tu prends qui et pourquoi? Alors je dis 5 plus ou moins un, ça peut être 4, 6. Et genre, cheat les noms, là, enfin, les Ouais, prénoms, les noms, ok. Bah, je sais pas prononcer son nom de famille, donc c'est compliqué. Attends. J'appellerai. Attends, excuse-moi, là, j'ai tapé un faux rire. Ok. Il y en a. Il y en a un. J'ai un ami qui s'appelle Johan, et je vais pas prononcer son nom parce que c'est alsacien, mais il se reconnaîtra. Et c'est un garçon qui a travaillé à Leroy Merlin pendant 8 ou 9 ans, et qui travaillait dans la gestion des projets de Leroy Merlin, et qui a contribué énormément à ce que Leroy Merlin soit très très rentable. Donc du coup, il a ouais, c'est quelqu'un qui est très pertinent, efficace, et qui va à l'essentiel justement dans la prise de décision pour effectuer les meilleurs choix. Et c'est quelque chose qu'il applique aussi bien dans un business de manière générale, en entreprise, comme à l'extérieur. Donc pour sa clarté et son esprit de synthèse, Johan, ouais, ferait partie de l'équipe. Ensuite, j'aurais certainement Sylvain Nourry, la personne que... Tu m'entends? Ouais, ça a bugué légèrement. Là, c'est bon, ça a repris. Est-ce que tu m'entends? ouais, ça a repris. Ouais, ouais. Ok. Désolé. Ensuite, deuxième personne, je prendrais Sylvain Nourry, le fondateur de Movement Practice Bordeaux, qui a été mon mentor pendant 2 ans lorsque j'étais à Bordeaux, qui m'a beaucoup appris et qui m'a enseigné la Movement Practice. Donc, c'est un levier fondamental, au fait, pour ensuite te débrouiller par toi-même. Ensuite, là, spontanément, je mettrais Agathe Filbé, qui est une enseignante en Movement Practice également du côté de Paris, avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois, et qui a eu une grosse blessure suite à un accident de voiture. Euh, et, euh, et c'est assez impressionnant. Et pour sa capacité de résilience et sa vision de voir les choses, je l'intégrerai aussi dans l'équipe. Ensuite, j'intégrerai quelqu'un d'autre, Julien Petit, un ami depuis le collège, pour son amitié, puis pour pouvoir vraiment discuter de tout, et dire et avoir la capacité de déconner et d'être sérieux d'une seconde à l'autre, quoi. Ouais. Voilà. Et d'être efficace aussi, entre autres, dans la prise de décision et dans l'ouverture d'esprit de manière générale, donner son avis et être pertinent pour faire avancer les choses. Et en 5e, ma Dream Team,
J'allais dire Alex Hormozy par défaut, mais ça fait un peu. C'est quelqu'un de trop populaire. Enfin, c'est comme on dit. C'est prévisible. La 5e personne. T'aurais quelqu'un à me recommander? Je peux pas te donner les noms parce que moi, c'est que des personnes de mon entourage. Ok. Ouais, mais on est d'accord que principalement, c'est ces personnes de l'entourage qu'on te cite. En fait, ça dépend. Ça dépend des gens parce qu'il y en a qui. Ah, je dis ça, mais en fait, il y a une personne qui fait pas partie de mon entourage, qui est Georges Saint-Pierre. Ok. Euh, Ah, Il y ok. a des personnes qui citent des profils comme ça. Je sais que Greg Beknussen, par exemple, avait cité Kobe Bryant, tu vois, parce Ah, ok, qu'il y a ouais, un d'accord. truc. Ok, je Parce vois. qu'en fait, c'est des personnes qui ont vraiment quelque chose à t'apprendre et à t'apporter. Mais en fait, c'est l'idée, c'est que t'as aucune limite. Donc, tu peux choisir soit des personnes que t'aurais aimé ou quoi, soit ta Dream Team, tu l'as déjà, tu vois. Après, je dis 5, mais c'est un nombre arbitraire. L'idée, c'est de Ouais. tourner autour 4, 6, quoi. C'est pas de faire une équipe de foot, mais, euh, Non, voilà, bah quoi. ouais, en vrai, là, je pense à des personnalités, tu vois, mais j'en ai aucun qui vient. J'en ai aucun qui vient, donc on va Pas rester de sur souci, les quatre. pas de Ouais, sur les souci. quatre. 4, c'est déjà très bien. Euh, Prochaine question. Est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire? Très populaire, de plus en plus populaire en France, Ok, mais ce que tu n'utilises pas, tu le perds. ok. Donc, toujours en lien un peu avec... Bah, en fait, c'est que c'est une phrase qui est transférable à n'importe quel domaine, en fait. Ouais, En fait, on évoque bah, surtout la compétence de ce qu'on est capable de faire. Que tu sois en cuisine et bah, tu cuisines pas pendant un moment, bah, tu vas perdre petit à petit tes compétences, ça va revenir, oui, mais ça va mettre du temps, en fait. C'est pareil pour ton corps, si tu n'utilises pas ton corps, ce pourquoi il est fait, bah, tu vas perdre en capacité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se mettre en squat complet, par exemple. ouais, Alors que gamin, ils y arrivaient, tu vois. ouais. Ok, très bien. C'est noté. Dernière, dernière question de recommandation. Est-ce qu'il y a... Enfin, quels sont les 3 livres qui ont le plus influencé ta vie? Oh punaise, ouais. Je commence, comme toi, à en avoir lu un petit paquet, hein, puis c'est pas Ah, c'est fini. pour ça que j'ai dit 3. L'autre question, il n'y en avait qu'un. Écoute, là, il y a le livre de Alex Hormozy, 100 Million Offers, le volume 1, Comment Ouais, construire une offre irrésistible, qui est ultra pertinent et qui, pour le coup, te remplace des formations à 5 000 euros pour 24 euros, le prix du livre. ouais. Vraiment, hein. Donc, déjà, celui-là, il est pertinent. Ensuite, je recommanderais Sport sans blessure de Christophe Cario. C'est un livre de 2017-2018. C'est une bible de la prépa physique, aussi bien dans un contexte de santé, de bien-être et de performance. Et un troisième livre, laisse-moi juste quelques secondes, parce que sinon je vais sortir une connerie. Troisième livre. Mhm. Écoute, bah, je vais te sortir le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Le Talent Code de Daniel Conan Doyle, avec le sous-titre On ne naît pas talentueux, on le devient, qui décortique bah, le processus du talent, qui au final provient d'une compétence. Et comment on construit une compétence? Ça, c'est mis dans le bouquin. Ok, parfait. Merci beaucoup. Pour
Pour compléter, je rajoute juste les 2 livres qu'on a partagés aussi avant, donc le livre d'Aton, dont tu parlais et Confession d'un ops. Ouais. Confession d'un Ops et Be Water My Friend de Shannon Lee que je vous ai partagé. Ouais. Je reprécise pour ceux qui nous écoutent, il y a une page en ligne où je mets toutes les recommandations de tous les invités. Pour y accéder, envoyez-moi un message privé sur Instagram et je vous enverrai le lien parce qu'il n'y a pas de site pour y accéder, désolé. Euh, pour finir, c'est pas vraiment une question, je demande à tout le monde, c'est un passage de micro. Est-ce qu'il y a 2 personnes que tu me recommandes d'aller interviewer, 2 pour avoir un homme et une femme si possible? Ouais. Ah. Ok, un homme et une femme si possible, ok. On va interviewer ouais, Johan, du coup la première personne que j'ai mise dans la Dream Team, Johan Herbd. Bon voilà, alsacien. Tu Mais non, en plus, m'enverras les... non, mais attends, en plus, je dis conneries, je crois qu'il est corse. Mais bon, je t'enverrai ouais, son contact, si tu veux. Et bah écoute, pour une femme, Agathe Filbé, voilà, Ok, enseignante merci. en movement practice du côté de Paris. Parfait, merci beaucoup. Dernière question pour juste avant de cerner l'épisode. C'est promis la dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que c'est un épisode réussi pour toi? Assurément, 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 puisque vous avez eu un spectre d'une personne qui a vécu plein de situations comme vous, au fait, et qui vous a donné, j'espère, quelques pistes de réflexion pour vous assurer à kiffer, profiter votre vie. Merci beaucoup. Merci aussi du coup à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin. Merci Je à reprécise... José et à Pikachu aussi, Merci à eux. et à Hervé. Je précise comme à chaque fois, du coup, pour ceux qui nous écoutent, qui sont encore là, dans la description, vous retrouverez tous les liens de Koulouf que je vous mettrai et les liens de Crisis pour pouvoir nous suivre et voir les actualités ou nous contacter si besoin. Et c'est plus une question, j'avais promis que c'était la dernière, je fais ça avec tous les invités. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'épisode. Tu peux dire ce que tu veux. Euh, à toi le micro. Donnez tout ce que vous pouvez au monde entier. Très beau. Merci beaucoup.